maintenant, on va passer la parole eh bien, à des membres de l'UNAPL qui vont nous dire, eh bien, dans des secteurs différents, ce qu'ils attendent du débat de la présidentielle et ce qu'ils attendent des candidats qui vont se présenter à cette même présidentielle. Donc, j'appelle Stéphane Fantouze, qui est le président de la commission formation et qui va nous parler de ce thème, donner à chaque jeune un avenir et de l'espoir. Tout un programme. Voilà, alors on va peut-être attendre, sinon je peux les citer. Voilà, à vous. Donc rapidement, les 4 thèmes qui ont été retenus pour cette priorité relative à la formation. Donc réconcilier la première, réconcilier l'école et l'entreprise. Alors réconcilier l'école et l'entreprise, c'est tout simple, hein. Ce qu'on dit, c'est que tout commence à l'école et qu'on sent bien que l'entreprise n'est pas présente à l'école. Je crois que seul ce qui se passe en troisième fait qu'on cherche un stage, on parle de son projet professionnel et ensuite on n'en parle plus jamais. On pourrait évoquer, donner une idée, un slogan imaginé, c'est commencer de la maternelle jusqu'au lycée, commencer en maternelle en disant « dessine-moi une entreprise » et peut-être en lycée « dessine-moi ton entreprise ». Donc, vont montrer qu'effectivement, il y a un projet professionnel qui se construit de la maternelle jusqu'à l'université. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît, l'élément, on l'a beaucoup évoqué ce matin dans les tables, changer cette culture qui n'est pas présente dans l'école et rapprocher le monde de l'entreprise et de l'école. Développer la professionnalisation et l'apprentissage, évidemment, là, c'est la logique, on continue. Il faut mettre le pied à l'étrier des jeunes qui cherchent un emploi et essayer de réduire ce fossé entre des gens qui cherchent à embaucher et des gens qui ont du mal à trouver un job. Là encore, ça a été évoqué largement ce matin durant le débat. Et on voit bien cet enchaînement-là. Si jamais comparativement à l'Allemagne, notamment. Tout à fait. Si jamais comment dirais-je, tout au long de sa carrière, si je puis dire, scolaire, on réfléchit à cette thématique-là, et pas uniquement ponctuellement une fois quand on est en troisième, eh bien on voit bien qu'à ce moment-là, on s'imprègne de ce sujet-là et on n'a plus, ce qu'on vit malheureusement trop fortement en France, cette voie royale, les études longues et le reste qui est dévalué, alors qu'on devrait avoir sur un même pied d'égalité la longue durée, la professionnalisation, l'apprentissage, parce que toutes les trois après apportent de l'emploi quand c'est bien mis en œuvre. Accompagner l'installation des jeunes en entreprise libérale, eh bien ça, l'UNAPL le fait avec ses modestes moyens depuis des années en région, avec des formations qui se font pour l'aide à l'installation, des formations de 5 jours. Là encore, c'est des formations concrètes qui sont données aux jeunes qui vont s'installer parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce que c'est qu'une forme sociale, de ce que c'est qu'un contrat, de ce que c'est qu'un budget, de ce que c'est qu'un bilan. Donc, tout ça, à part ceux évidemment qui ont fait des études dans ce domaine-là. Donc tout ça, c'est des choses très pratiques qu'on leur donne pour qu'ils puissent être opérationnels. Et je pense que là aussi, ce qu'on pourrait attendre, c'est que si jamais on progresse dans cette connaissance de l'entreprise dès le plus jeune âge, eh bien, au lieu de simplement donner des bases dans ce genre de sessions de formation, eh bien, on pourrait arriver à quelque chose de plus important qui serait de valider un projet professionnel. On n'en est malheureusement pas encore là. Et enfin, le dernier point, favoriser la création et la transmission d'entreprises. Alors là aussi, on l'a dit ce matin, la création d'entreprise, c'est l'aventure, c'est le risque. Donc favoriser la création, c'est favoriser le risque. Or, créer son entreprise, quand on n'y est pas préparé, c'est un petit peu comme faire du vélo en ville. Il y a des voitures qui viennent de tous les côtés. Là, ce n'est pas des voitures, c'est des réglementations, c'est des normes, c'est effrayant. Donc effectivement, il faut s'y préparer. Là encore, l'apprentissage au risque, comment apprendre à mesurer le risque, comment à diversifier son risque, comment apprendre à prendre des risques en commun, parce qu'on voit bien que quand on est plusieurs, des fois, on y arrive un petit peu mieux. Et puis peut-être du côté des pouvoirs publics, la reconnaissance du risque. Aujourd'hui, la reconnaissance du risque, là aussi ça a été évoqué ce matin, ne bannir l'échec et faire en sorte que, peut-être même fiscalement parlant, quand j'investis pour monter les fonds propres de mon entreprise, peut-être que j'ai une incentive qui soit suffisamment reconnaissante. Voilà pour ce qui est de cette première priorité sur la formation. Merci, Monsieur Fountz. Deuxième table ronde, Michel Chassan est là, je ne vous le présente pas, hein. Vous le connaissez.
Favoriser le développement des entreprises libérales de proximité. Michel Chasson. Merci. Je remplace au pied levé Marie-Françoise Gordan-Argenty, qui est la présidente de la Commission des affaires sociales. Alors, il y a quelques points. Premièrement, ça paraît simple, mais c'est évident et c'est très important, simplifier au maximum la gestion des TPE, PME. On n'en peut plus de complexification. C'est clair, on n'en peut plus. Plus on va et plus on nous en met. Et donc, chaque fois que, déjà je m'adresse aux hommes politiques, chaque fois que vous créez quelque chose de nouveau, dites-vous bien, et vous posez-vous une question, est-ce que tout ça est bien applicable au niveau des petites et moyennes entreprises et des TPE? Voilà. Et quand on aura répondu, et si vous répondez oui à cette question, à ce moment-là, vous pouvez avancer. Et croyez-moi, si vous répondez non, comme vous hésiterez avant de mettre en place des petits gadgets de type prélèvement à la source, notamment, comme par exemple des lignes supplémentaires sur les feuilles de paye. On a parlé de la DSN, la fameuse déclaration sociale nominative, etc. Tout ça, ça va dans le bon sens. Le problème, c'est la mise en œuvre concrète et pratique au niveau des TPE, et c'est évidemment très compliqué. Deuxièmement, diminuer le coût du travail. Bon, je n'ai pas besoin de faire de long dessin. On le dit et on le décrit souvent pour les grosses entreprises. On oublie évidemment très souvent que derrière les professionnels, il y a aussi des petites entreprises et qu'il faut diminuer le coût du travail parce que c'est évidemment contre-productif en termes d'emploi. Je n'ai pas besoin de développer. Et donc, le CICE, c'est incontestablement une mesure qui va dans le bon sens, mais pour nous, elle est complexe. D'ailleurs, peu ont compris comment tout ceci se mettait en œuvre, parce qu'en plus, il n'y a pas de c'est pas contemporain, si vous voulez, de la mesure, puisque ça arrive plus tard, enfin bon, je ne détaille pas. Et donc, nous préférons le substituer à une baisse pérenne des charges salariales. Et une des mesures qui nous paraît simple, c'est simplement de supprimer la cotisation d'allocation familiale, puisque ça correspond à peu près aux sommes en jeu. Troisième mesure, c'est réformer et simplifier le droit du travail. Alors là, il y a du boulot. Là, il y a du boulot parce que, clairement, tout le monde n'est pas avocat et tout le monde n'est pas spécialiste du droit social. Le droit social tel qu'il est écrit aujourd'hui est strictement incompréhensible pour la moindre petite entreprise. Totalement impossible. Toutes les procédures qui sont en cours sont incompréhensibles, et aussi bien que de toute façon, dès qu'il y a une procédure, le professionnel a une certitude, c'est de passer à la trappe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, on le voit dans les procédures prud'homales, on le voit dans un tas de procédures. Il faut évidemment qu'on simplifie ce droit du travail. Nous croyons beaucoup plus qu'à l'accord d'entreprise, qui pour nous est extrêmement compliqué, je parle en droit social, à l'accord de branche. C'est la branche qui doit primer sur l'accord d'entreprise. À l'échelle d'une TPE, comment voulez-vous faire un accord d'entreprise quand vous avez une personne à mi-temps ou quand vous en avez deux ou trois? C'est absolument impossible. Donc il n'y a pas, et puis en plus on n'est pas à égalité également par rapport donc, aux représentants salariaux, syndiqués, etc. Donc pas d'accord d'entreprise à notre échelon, c'est rigoureusement possible. En revanche, au niveau de la branche, c'est très important. Construire les normes sociales sur le modèle des TPE-PME, on en a largement parlé ce matin. Arrêtons de construire les normes sociales exclusivement sur le modèle des grosses entreprises, voire des très grosses entreprises. Faisons l'inverse. Ça veut dire, mettons en place des normes sociales, et des normes fiscales d'ailleurs, sur le modèle des petites et moyennes entreprises, qui représentent 99% des tissus des entreprises françaises, c'est quand même pas rien, et demandons donc une application concrète, parce que c'est nécessaire, pour les grosses entreprises, mais pas l'inverse. Parce que chaque fois que les grosses entreprises et ceux qui les représentent signent des accords, notamment des accords nationaux interprofessionnels, on rame après pendant un an au niveau des branches pour discuter, pour essayer de les adapter. Le meilleur exemple, c'est par exemple le temps minimal de travail de 24 heures, tel qui nous est imposé par l'ANI il y a 2 ans. Bah, écoutez, quand vous avez une femme de ménage qui travaille 10 heures, c'est quand même très compliqué pour la mettre à 24 heures. Hein. Voilà, ça c'est du concret. Voilà. Et donc on a été obligé, évidemment. Alors heureusement, on est tombé sur des organisations salariales qui ont pu discuter, mais sinon, c'est rigoureusement impossible à mettre en application dans notre secteur. Et évidemment, accorder plus de place dans le dialogue social à la représentativité des entreprises TPE de proximité, c'est tout l'enjeu de ce qu'on est en train de faire avec l'UPA en créant U2P pour faire en sorte que les entreprises de proximité, les petites et moyennes entreprises, soient mieux représentées dans le dialogue social qu'elles ne le sont aujourd'hui. J'espère que tout ceci sera au rendez-vous parce que la représentativité sera connue au mois de mars prochain et nous ferons la preuve que nous sommes totalement incontournables. Merci. Merci Michel. Alors, troisième axe, j'appelle Denis Reynal, qui est le président de la Commission des affaires sociales et économiques à l'UNAPL et qui va nous présenter ses doléances, on va dire ça comme ça.
Oui, merci. On va essayer de faire vite. On m'a dit que 2 minutes. On avait 2 minutes. Voilà, 2 minutes, 6 propositions, 20 secondes par proposition. C'est ça l'UNAPL. Premièrement, rétablir une fiscalité équitable. En fait, Michel Chassan nous a dit la complexité du droit social. Je dirais qu'à côté du droit fiscal, c'est le petit prince. Rétablir une fiscalité équitable, quelle que soit la structure de l'entreprise, sociétale ou patrimoniale, et en particulier avec la baisse de l'IS qui doit profiter à tout le monde. On passe effectivement d'un taux d'IS de 33 1/3, un taux de 28%, il y a un taux préférentiel en dessous de 38 120 €. On propose qu'il y ait une répercussion en fait de cette réduction également au profit des revenus en BNC, des revenus des professions libérales généralement installées soit en individuel, soit dans des sociétés de personnes. Le deuxième point, mettre en œuvre une imposition minorée des bénéfices réinvestis dans l'entreprise. Ça, c'est l'issue du rapport Grand-Guillaume de la fin 2013 qui préconisait en fait que, aussi bien en matière d'IS, on a la possibilité effectivement de réinvestir lorsqu'on a été taxé à un taux plus favorable qu'une imposition personnelle sur la totalité du résultat déclaré. On a une possibilité effectivement de réserver une partie des bénéfices, de les imposer qu'à 15% et de pouvoir réinvestir. Ce sont que des mesures de strict bon sens. Supprimer la dérive répressive des AGA-CGA, des associations de gestion agréées, et revenir à la transparence et l'accompagnement. Un professionnel libéral n'est pas un délinquant fiscal. On en a largement parlé, y compris en atelier ce matin. Le président Chassan l'a rappelé tout à l'heure, et notamment tout ce qui est suppression de ce qu'on essaye de nous imposer, c'est l'EPS, l'examen périodique de sincérité. Si on passe à la diapositive suivante, j'aurai plus de facilité, vous aussi, pour suivre, mais sinon, je parlerai de remplacer le prélèvement à la source par une généralisation du prélèvement mensuel de l'IR par le Trésor public. On sait très bien que cette retenue à la source a été préparée pour des raisons totalement idéologiques, qu'on a des moyens qui sont bien plus actuels de remettre, et notamment avec les modalités de recouvrement actuelles, pour pouvoir faire une contemporanéité de l'impôt sur le revenu en même temps qu'on perçoit les revenus par des moyens beaucoup plus simples, par le prélèvement mensuel effectivement généralisé. Supprimer la taxe sur les salaires, ça se lit tout seul. Pour les entreprises libérales, c'est contre-productif évidemment, cette taxe sur les salaires qui est assez ancienne, ça veut dire qu'on taxe l'emploi, c'est pas forcément une bonne idée quand on veut essayer d'inverser la courbe du chômage et quand on y a renoncé. Rétablir une provision pour risque prud'homal dans les TPE-PME est applicable quelle que soit la structure de l'entreprise. C'est un amendement qui a été à l'heure actuelle en l'état retoqué, mais qui est la possibilité effectivement de prévoir et qu'on puisse avoir, notamment à la suite de la loi travail, qu'on puisse également, dans une comptabilité de caisse, passer une provision pour un risque de contentieux avec un salarié. Voilà, très rapidement, et j'espère en à peine plus de 2 minutes, les éléments. Quatrième axe, donc préserver la qualification et la réglementation des professions libérales. Et pour cela, j'appelle François Blanchecotte, qui est chargé président de la Commission Europe. Tout à fait, l'UNAPL, bonjour. L'UNAPL s'adresse évidemment, s'inscrit dans la dimension européenne. On ne peut pas faire fi de ce qui se passe en Europe. Et évidemment, on y est intéressé. Il y a des directives qui sont prises, qui sont revues régulièrement, et entre autres la directive qualification. Sur cette directive qualification, les professions réglementées sont intéressées. Il y a une mise en œuvre qui est faite aujourd'hui par le gouvernement français sur 4 ordonnances qui vont être prises, qui sont actuellement en Conseil d'État. Et dans ces ordonnances, qui seront ou non ratifiées par l'Assemblée nationale, il est pris un certain nombre de décisions, et surtout sur l'accès partiel de nos professions réglementées. Qu'on soit réglementé ou non réglementé, ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, quelqu'un pourra exercer une partie de notre activité sur le sol français. On a vu que tout à l'heure, le ministre a essayé de répondre en disant qu'il y a des garde-fous. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que nous regardions avec attention comment les contrôles vont être faits, qui contrôle et qui autorise, parce que c'est ça le problème. Il y a plein d'autorités compétentes et on ne sait pas aujourd'hui dans quel secteur d'activité, qu'on soit technique, juridique, santé, qui va être l'autorité compétente, qui va juger qu'une personne peut s'installer sur le sol français en exerçant une partie de notre activité. Pour nous, il y a le germe extrêmement important que dans 20 ans, dans 30 ans, une partie de notre activité soit effectivement dédiée à d'autres personnes qui n'ont ni la compétence, ni les études, ni la qualité pour eux. Et bien sûr, ce qui est au cœur de notre préoccupation, c'est bien le patient, le consommateur, le client, en termes de service public, de santé publique. Voilà, je pense que c'était tout. C'est clair. Merci, Monsieur Blanchecotte. 5e axe sur le renforcement de la protection sociale des professions libérales.
J'appelle Yves de Calf, qui est le président de la commission protection sociale, précisément, à l'UNAPL. Oui, bonjour. Donc j'ai encore moins de temps parce que je crois qu'il y a une autre question qui fait partie un peu du domaine qui sera présentée par Serge Garrigou, donc on va aller encore plus vite. La protection sociale, on pourra en parler pendant des heures, hein. Alors le problème, c'est bon, le premier point, le premier axe, c'est améliorer la protection sociale, notamment en maternité, où il y a une certaine injustice au niveau des professions libérales. Mais à partir du moment où vous dites ça, si on a des prestations, il faut des cotisations. Donc il y aura tout un équilibre à trouver et des solutions à trouver qui peuvent être trouvées, dirons-nous, pour avoir un équilibre. La frontière entre ce qui est obligatoire et ce qui est supplémentaire devra être bien marquée. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'indépendance des régimes de retraite, hein. Vous savez qu'on a un régime de retraite, à part les avocats, donc, qui est basé pour le régime de base, tout au moins sur la CNAVPL, avec ses 10 sections. Donc ce régime de retraite est solidaire entre les 10. À côté, il y a des régimes complémentaires qui ont été créés au fil du temps par chaque section, par chaque profession, et qu'il faudra sauvegarder parce que ces régimes ont constitué pour la plupart des réserves pour faire face à des difficultés. Donc là aussi, deux axes, garder la spécificité des régimes complémentaires et en régime de base, garder une solidarité donc libérale, mais avec un problème parce qu'il y a une solidarité démographique par rapport à d'autres régimes que l'on finance par ce régime de base et qui à terme peuvent entraîner un déficit de ce régime. Troisième axe, c'est la pérennité du régime des indépendants. Bon, on l'a dit ce matin, le RSI a une mauvaise image. Le RSI, d'accord, mais il y a aussi le RSIPL qui est en équilibre, donc qui est un régime très spécifique aux professions libérales, qui est en équilibre financier. Le point peut-être d'interrogation de Bernard Delans de ce régime, c'est qu'il n'y a pas d'indemnité journalière. Alors, faut-il en prévoir? S'il y a un excédent, peut-être le consacrer à ça. En ce qui concerne l'image du RSI, il y a des moyens qui ont été mis en œuvre. C'est quand même un peu le passé. Et il faut éviter de profiter de cette image qui est liée, on le sait, aux difficultés qui ont été en 2008 lors de la mise en place de l'ISU avec des problèmes de compatibilité informatique. Et il faut arrêter de détruire ce régime, à moins qu'on veuille le détruire. Nous, on est partisans de le sauvegarder et bien sûr se donner les moyens pour qu'il soit en équilibre et qu'il reprenne une bonne image de marque. Il y a encore une question? Alors, j'ai été pris à contre-pied. Alors 5 bis. Allons-y. Voilà. Merci. Alors, je vais essayer de développer rapidement un seul point. Je pense que mes camarades précédents ont été très rapides et qui m'ont donné un bonus de 2 minutes de plus que les miennes. Concernant les plateformes collaboratives, donc c'est un sujet très, très, très concentré, sur la base de trois constats. Un constat sur l'organisation du travail, d'une part. Les plateformes collaboratives commerciales posent la question de la régulation entre deux formes d'organisation du travail, le contrat de travail salarié et le contrat de prestation de service. Si les professions libérales pouvaient se retrouver peu ou prou dans le contrat de prestation de service, il faut savoir que ce contrat-là, vu par la grille des plateformes libérales, prive ces prestataires de services de l'indépendance qui nous est chère et au contraire les crée des liens d'une subordination qui nous est insupportable. Deuxième constat, le constat sur le dispositif économique. Les plateformes s'interposent en dépossédant le prestataire de la relation client, qui nous est aussi là très importante, et en s'appropriant tout ou partie de la plus-value, voire de la valeur elle-même de la prestation. Elles maîtrisent en plus les données produites par les prestataires. Par ailleurs, la culture de la gratuité du service pour le consommateur se développe et tend à devenir une norme, un objectif. Les professionnels libéraux voient donc dans le champ le champ de services se modifier considérablement et se retrouvent confrontés de plus en plus à une concurrence nouvelle, car numérique, et sous certains aspects déloyale. Les conditions de cette concurrence doivent être revisitées. Troisième constat, le constat du financement de la protection sociale et de la citoyenneté à travers l'impôt. Professionnels libéraux participent, comme les salariés, au financement des couvertures sociales et au fonctionnement des dépenses publiques par l'impôt. Les plateformes commerciales tentent d'échapper à l'impôt sur les valorisations qu'elles captent et sur par des montages fiscaux souvent conçus hors du territoire national. De même, elles échappent aux cotisations sociales, dites
patronales liées aux prestataires qui, quoique dépendants, ne sont pas leurs salariés, et les dégrèvements consentis à de multiples de petits prestataires à faible revenu, en dessous de certains nombres de seuils qui posent problème, masquent en fait de gros revenus constitués par des commissions de plateforme et un manque à gagner important sur la protection sociale. Donc en conclusion, l'UNAPL demande à ce que toutes les dispositions soient prises pour que les bénéfices tirés des activités de plateforme sur le territoire national soient taxés et chargés dans des conditions qui garantissent l'équité fiscale et l'équité vis-à-vis des obligations sociales. Il en va de maintien de pans entiers de leur activité dans des conditions d'une concurrence loyale. Merci. Merci.